bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf Laval. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Jean-François Ménard, consultant en préparation mentale de plusieurs athlètes olympiques. Jean-François, bienvenue à Sportneuf Laval. Parle-nous un peu de ton parcours en tant que consultant en préparation mentale. Écoute, ça fait... c'est ma 11e année maintenant que je fais ça. Puis mon parcours a commencé avec le Cirque du Soleil. Fait que j'ai commencé à travailler avec eux en début 2008. Puis j'ai passé 5 belles années à travailler pour le cirque où est-ce que j'étais le conseiller, le spécialiste en préparation mentale pour les artistes qu'on voit sur scène. Puis c'était des années absolument magnifiques étant donné que j'ai travaillé avec parmi les meilleurs artistes au monde, aller de des acrobates à des musiciens, aller à des clowns, des cracheurs de feu, des jongleurs. Puis aussi travailler avec des entraîneurs extraordinaires autant en acrobatie que côté artistique. Puis là, à la fin 2012, j'ai quitté le cirque pour commencer ma propre entreprise qui s'appelle Cambio Performance en début 2013. Puis là, ça fait à peu près 4 ans et demi là, que j'ai mon entreprise. Puis ça me permet maintenant... Je travaille encore dans le monde du cirque un peu, mais de plus en plus maintenant, je travaille avec des athlètes de tous les sports, autant des sports d'été que des sports d'hiver. Puis j'ai vraiment de la chance à côtoyer et à travailler avec des athlètes exceptionnels, autant des athlètes olympiques, dont certains sont des médaillés aussi, puis athlètes professionnels. Puis je me retrouve maintenant aussi à travailler beaucoup avec des gens comme des chirurgiens, des policiers, des hommes et des femmes d'affaires. Puis fait que c'est ça. Fait que dans mon parcours, ça fait à peu près 11 ans maintenant. Puis je me retrouve à faire autant du coaching personnalisé, 1 à 1, que donner des conférences dans des contextes sportifs, des contextes corporatifs, puis aussi donner des ateliers justement pour s'assurer que les gens comprennent que c'est important d'être fort mentalement, peu importe ce qu'on fait. Tu l'as dit, tu travailles avec des athlètes olympiques. Est-ce que c'est tabou de nommer les athlètes avec qui on travaille ou les athlètes veulent garder ça secret ou tu peux nous dire avec qui tu as travaillé? Non, écoute, il y en a qui gardent ça, qui veulent garder ça confidentiel, puis je respecte ça, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Je peux nommer des noms parce que c'est publié dans les médias, il y en a qui savent avec qui je travaille. Fait qu'ici au Québec, dans les athlètes qui sont connus, je travaille avec Michael Kingsbury en ski de boss, Antoine Valois-Fortier aussi en judo, Catherine Beauchemin-Pinard en judo aussi, Maxence Parot en snowboard, Big Air et slopestyle. Puis aussi, je travaille avec des athlètes dans le Grand Canadien. Fait que des athlètes comme Scott Moir puis Tessa Virtue en patinage, Derek Drouin en saut en hauteur, Damien Warner en décathlon. Puis c'est ça. Puis il y en a d'autres que je peux pas nommer, mais d'autres athlètes qu'on connaît très bien aussi. Je le dirai pas d'abord. OK. Juste de même, tu as donné 3 athlètes au moins qui vont être un couple et 2 athlètes qui vont être à Pyeongchang. Ouais. Comment tu vas faire rendu là-bas pour travailler avec tout ce monde-là? Comment tu vas distribuer ton temps à tous et chacun? Ben écoute, j'ai travaillé au Cirque du Soleil, fait que je sais comment jongler maintenant, fait que je vais pouvoir je pense que je vais pouvoir bien faire ça. Non, mais écoute, l'année passée, quand je suis allé aux Jeux olympiques de Rio, ma situation était très semblable. Je travaillais avec 6 athlètes en 4 différents sports. Puis mon horaire était vraiment occupé. Là. En fait, j'ai pas eu de journée de congé pendant que j'étais là. J'étais là, je pense, pour à peu près 24 jours. Fait que c'est sûr que c'est un défi, là, je vais pas le nier, là, c'est pas évident d'être vraiment à ton affaire à tous les jours comme ça, puis au jeu, il y a toujours des imprévus, puis tu sais, c'est très demandant d'un point de vue énergétique. Non, c'est ça, avec mon expérience à Rio, puis ça s'est super bien passé, j'ai trouvé que j'ai mis un gros focus sur m'assurer que moi je suis en santé, de m'assurer de bien manger, puis de bien dormir, puis moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup physiquement ici à la maison, donc de garder mes habitudes normales, si tu veux. Puis je trouve que ça m'a vraiment sauvé. J'ai eu vraiment de l'énergie à travers tous les Jeux l'année dernière, puis j'ai trouvé que je pense que j'ai bien aidé les athlètes, puis on a bien travaillé ensemble. Puis, fait que pour ma préparation pour Pyeongchang 2018, je vois pas ça vraiment étant différent. C'est sûr que je travaille avec quelques athlètes de plus, mais
Mais au niveau de l'accréditation, puis la façon que le comité olympique va vraiment m'accueillir, puis m'aider au niveau logistique là-bas, je pense que ça va être un peu plus simple qu'à Rio. Donc, j'anticipe pas que ça va être bien plus difficile, mais ça va être un beau défi. Puis moi, j'étais un gars de défi, puis justement, l'autre jour, je regardais mon horaire jour par jour, puis à quel moment que les athlètes performent, puis où est-ce que je vais être? Je vais être sur la montagne, ou je vais être dans le village, sur le bord de la mer. Mais non, ça va bien s'organiser. Puis j'ai surtout des bonnes personnes qui vont m'aider aussi sur place. Fait que je suis pas trop inquiète. Quand tu parlais tantôt, oui, tu travaillais avec des artistes du Cirque du Soleil, tu travaillais avec des gens d'affaires et évidemment des athlètes. C'est quoi la différence dans tout ça? C'est quoi l'approche que tu dois faire? Est-ce que tu gardes la même approche ou tout dépendant de la clientèle, tu as une approche différente? Oui, c'est une très bonne question. Étrangement, c'est très semblable. Quand j'ai commencé à travailler beaucoup plus dans le monde corporatif depuis les 2-3 dernières années, c'est un monde que, bon, j'ai déjà été employé dans une compagnie pendant 5 ans au Cirque du Soleil, mais c'était seulement une référence que j'avais. Donc, d'aller dans différentes organisations puis de les aider avec leurs défis, je n'étais pas certain à quel point que j'allais être efficace. Mais là, juste en jasant avec les gens, puis en donnant des conférences, puis donner des ateliers, puis comprendre leurs besoins, c'est assez incroyable comment est-ce que c'est semblable au sport. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je donne mes conférences dans le monde corporatif, le feedback que j'ai par la suite, c'est que les gens sont émerveillés à quel point qu'ils peuvent tellement apprendre du sport. Puis, c'est beaucoup de ces gens-là, quand ils ont justement de la formation dans leur travail, c'est souvent de la formation technique par rapport à leur poste. C'est pas nécessairement de la formation, pour se dépasser personnellement ou d'être plus confiant ou plus motivé ou pour gérer du stress, comment utiliser la visualisation pour se préparer pour quelque chose qui s'en vient. Donc, moi, je m'amuse beaucoup là-dedans parce que ça me permet de vivre un autre contexte puis d'apporter mon expertise à d'autres types de personnes. Puis la deuxième raison, j'aime vraiment ça, c'est que le feedback que je reçois, je me rends compte qu'ils l'ont besoin. Puis même que je dirais qu'il y a certains contextes, dans le milieu du travail, qui en ont plus besoin que les athlètes. Parce que, il y a beaucoup des gens qui ont des vies très complexes avec, le travail puis la vie personnelle avec la famille. Puis, c'est pas évident, là. Puis d'avoir du succès dans un monde comme ça où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont incertaines puis qu'on est souvent demandé au travail d'en faire plus avec moins. Fait que, il faut avoir une bonne tête. Une tête qui est forte, justement, pour bien travailler dans ce monde-là. Puis, pour ceux qui sont dans le monde du travail depuis 10, 15, 20 ans, ces gens-là, ils savent très bien que c'est pas pareil le monde du travail d'aujourd'hui puis 15-20 ans passés. La rapidité d'information aujourd'hui puis les demandes au travail qu'on a, ça a tellement changé, mais le cerveau humain n'a pas changé. Il n'a pas évolué comme ça a évolué dans l'environnement de travail. Donc, de porter attention justement à être fort mentalement au travail, selon moi, ça donne vraiment un avantage concurrentiel à les compagnies qui mettent un focus là-dessus puis que finalement, ils voient les résultats par la suite. Là. Fait que, puis une grande différence que j'ai remarqué, que le milieu du travail, puis le monde, surtout le monde business, le monde corporatif, m'a beaucoup aidé à mieux travailler dans le monde du sport, c'est que dans le monde du sport, quand les choses vont bien, on a tendance à comme pas trop y réfléchir, puis dire ça va bien, on y touche pas, on continue comme ça. Je vais faire une petite parenthèse là. Quand le Canadien de Montréal gagne un match, puis ça a super bien été, puis il y avait tous les 4 trios qui étaient bien organisés, mais là, le prochain match, on ne change pas les trios parce qu'on a gagné. T'sais. Même si on joue une différente équipe, correct, on garde les mêmes trios parce que ça a fonctionné. Puis là, le prochain match, c'est une défaite. Puis là, c'est OK, là, peut-être qu'il faut changer les trios parce qu'on a perdu. T'sais. Fait que c'est souvent réactif par rapport à la défaite. Puis quand ça va mal dans le monde du sport, là, on fait des meetings, puis on se pose des questions, puis là, il faut avoir plus de rencontres, puis il faut trouver le problème. Dans le monde corporatif, quand une compagnie va très bien, ils se posent autant de questions, si pas plus, que quand ça va mal, parce qu'ils veulent continuer à faire de l'argent, puis ils veulent continuer à grandir. Puis, moi, ça m'a vraiment marqué, puis j'ai commencé à adopter cette philosophie-là un petit peu plus dans le monde du sport avec mes athlètes, puis quand ils gagnent des compétitions, puis quand ils ont des entraînements que ça va très, très bien, je pose autant de questions, puis si pas plus, pour qu'on puisse vraiment comprendre quels sont les facteurs qui ont fait que tu as pu performer de cette façon-là, pour qu'on puisse continuer à faire ça comme ça, puis à l'avenir, augmenter les probabilités que ça poursuive, que ça continue. Fait que ça, c'était une des grandes différences entre les deux, que je suis content maintenant que je travaille plus dans le monde corporatif pour
comprendre à quel point que cet élément-là, c'est extrêmement important. Puis dans le monde du sport jusqu'à maintenant, ça a vraiment porté fruit avec les discussions avec les athlètes. Juste comme ça, oui, pour revenir un peu, pour renchérir un peu de ce que tu disais, c'est que souvent, les entraîneurs, on est portés à poser aux athlètes qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer, mais on ne regarde jamais le point positif, puis pourquoi c'est positif, puis qu'est-ce que tu as fait pour que ça aille bien. Mais comment tu fais pour faire cette approche-là avec les athlètes? Parce que moi, personnellement, je fais souvent cette approche-là. Bon, OK, les points forts de la compétition et les points à améliorer. Et soudainement, les points à améliorer, hey, ça sort en 3 secondes et 22, et puis points forts de la compétition, là, il faut étirer les verres du nez. Alors, comment tu fais pour être capable de faire sortir les bonnes réponses à tes athlètes? Ben, il faut juste poser les bonnes questions. Puis tu as entièrement raison. Le monde de sport, autant les entraîneurs que peut-être plus les athlètes que les entraîneurs, là, on a tendance à porter attention à ce qui n'a pas bien été. Puis je dirais même la culture québécoise, plus que les autres nationalités. En travaillant au Cirque du Soleil, j'ai eu l'occasion de travailler avec au-delà de 40 différentes nationalités. Puis, je sais pas pourquoi, là, mais les Canadiens français, on a tendance à chialer un peu plus ou trouver les mauvais côtés avant de se donner du crédit. Puis c'est ça. Puis, c'est juste s'assurer de forcer l'athlète à développer cette habitude-là de se donner du crédit quand ça va bien. Puis, tu sais, de célébrer les petites victoires, puis de se rendre compte que, tu sais, comme être humain, on carbure sur nos accomplissements. Puis, c'est le fun quand quelqu'un nous dit « Hey, good job, t'as bien fait ». Mais en même temps, tu peux pas toujours te fier sur quelqu'un d'autre. Puis, tu peux te le faire toi-même, ça. Puis, c'est pas une question d'arrogance. C'est pas une question d'être prétentieux. C'est une question d'intelligence, selon moi. Parce que si t'as fait quelque chose de bien, c'est toi qui l'as fait, c'est pas personne qui l'a fait pour toi. Puis, de prendre un moment... pas besoin de l'annoncer sur les réseaux sociaux puis l'annoncer dans un micro, mais de prendre un moment dans ta petite tête puis dire « Hey, comme tu voulais performer de cette façon-là, tu as travaillé très fort pour te rendre à ce moment-ci, puis tu l'as fait. » Comme, c'est correct de donner une tape sur l'épaule, puis c'est pas une tape sur l'épaule, juste te dire dans ta tête, tu sais, de te féliciter. Donc, c'est vraiment une question d'habitude. Puis moi, je force les athlètes à réfléchir de ce côté-là. Puis quand dans la discussion, ils ont tendance à revenir vers le négatif, mais moi, je les rapporte sur le positif. Puis aussi, je veux juste faire comprendre aux gens qui nous écoutent que si je porte attention aussi à les choses qu'on doit améliorer. Il ne faut pas négliger ça, mais c'est juste ne pas oublier l'importance et la puissance de porter attention à ce qu'on te fait de bien. Puis tu sais, une petite parenthèse, c'est un classique, là. Moi, je reçois souvent des appels de des gens quand ça va mal. Tu sais, les choses vont mal, on appelle le préparateur mental, tu sais. Même là, dans les 2 derniers jours, là, j'ai eu des appels là, de quelqu'un des États-Unis, puis quelqu'un de Québec, puis tu sais, j'ai des agents qui m'appellent, des entraîneurs, puis il y a un tel, là, ça va pas super bien, on aurait besoin de ton aide. Puis c'est correct, puis je comprends ça. Mais tu sais, la nature de mon travail, je te dirais que je fais plus de travail pour aider les gens à se rendre à un autre niveau et pas tant travailler avec des gens qui ont des problèmes ou que ça va mal. Tu sais, j'utilise souvent l'exemple d'un athlète qui travaille avec un préparateur physique. Ne travaillerait pas nécessairement avec un préparateur physique parce qu'il est faible physiquement. C'est parce qu'il veut devenir plus fort physiquement. Il veut devenir plus résistant. Il veut devenir plus flexible. Ben moi, c'est la même chose, mais avec le cerveau. Tu sais, je donne des conseils pour qu'il devienne plus résistant à la pression, pour qu'ils deviennent plus forts mentalement, pour qu'ils puissent performer sur demande. Je leur donne des conseils pour qu'ils soient plus flexibles au niveau mental à justement de l'adversité puis à des changements de plan ou des choses qui n'étaient pas prévues. Donc c'est ça. Fait que je pense que pour répondre à ta question, c'est vraiment une question d'habitude puis de vraiment encourager l'athlète à justement porter attention à les bonnes affaires qui se passent. Puis, à un moment donné, ils comprennent, puis qu'une fois qu'ils le font quand même assez bien, c'est assez intéressant comment ça peut avoir des avantages assez vite. Ouais, ben, comme on disait, toi, tu dis, bon, on l'appelle quand que ça va mal. Ben, la preuve, c'est Michael Kingsbury, je crois. Michael t'a appelé après avoir gagné 3 ou 4 globes de cristal, tu sais. Pas que ça allait mal dans sa carrière, je pense. Hein. C'est vraiment pour améliorer, pour aller à un autre niveau pour Pyeongchang, évidemment. Fait que juste la preuve, tu sais, c'est le monde qui se demande si ça va pas bien ou mal, ben, je pense que Michael Kingsbury, c'est un bel exemple de personne qui a appelé un préparateur mental pour aller à un autre niveau, pas parce que ça allait mal, tu sais.
quand on parle, bon, on fait un petit parallèle là, de la dureté du mental, le mental toughness, là, de fameuse phrase qu'on entend tous et chacun. Ouais. C'est quoi avoir un mental fort? C'est quoi? Ben là, malheureusement, avec l'émission d'une demi-heure, on n'aura pas assez de temps de parler de tout ça. Là. Mais moi, ma définition, Steph, de ce que c'est d'être fort mentalement, juste pour garder ça assez court et assez simple, pour moi, c'est d'avoir une attitude dans des moments où une bonne attitude dans des moments où tu n'es pas supposé de l'avoir. D'avoir une bonne attitude quand ça va bien puis quand c'est facile, il n'y a rien là. Tout le monde est capable de faire ça. Mais de décider d'avoir une attitude constructive, de justement porter attention aux bonnes affaires, de rester concentré dans les moments que c'est difficile, où est-ce qu'on vit peut-être des épreuves où on est dans une léthargie, ou ça, c'est pas évident. Puis pour moi, la définition d'être fort mentalement, c'est de pouvoir prendre des choix puis de décider d'avoir quand même une attitude qui est bonne dans des moments qui sont difficiles. Puis tu sais, j'irai pas en gros détail, mais pour moi, un bon exemple dans notre société de sport professionnel en ce moment, c'est Eugénie Bouchard. Quand Eugénie, ça allait super bien, tu sais, tout le monde disait qu'elle est super forte mentalement, puis que tu sais, une bonne attitude, puis tout ça, mais là, maintenant qu'elle a été dans le top 10 mondial, puis que l'adversité est là régulièrement, puis on la voit sur le terrain, puis tu sais, je la critique pas, c'est qu'on la voit sur la télé, on la voit sur les caméras, que justement, l'attitude qu'elle avait quand que ça allait bien, ben on voit de moins en moins ça, quand que, tu sais, depuis un an et demi, que maintenant que c'est un peu plus compliqué, puis ça pourrait y servir. Tu sais, on sait qu'elle l'a, parce qu'elle a déjà démontré. Fait que, tu sais, ma définition générale, c'est ça, c'est d'avoir une bonne attitude dans des moments où on n'est pas supposé de l'avoir. Puis ça, pour moi, c'est la vraie définition d'être fort mentalement. Est-ce que tu es capable de... Bon, oui, on connaît le parcours d'Eugénie, mais tu es capable de nous donner, pour les gens, un athlète pour toi, que c'est vraiment un exemple de tout ça? Raphaël Nadal, si on peut rester dans le même sport, là. Tu sais, moi, j'admire cet athlète-là. Vraiment, là, pour plusieurs raisons. Je suis un grand fan de Federer aussi, puis j'adore le tennis en général, là. Mais tu sais, Raphaël Nadal, si on pense à ce qu'il a accompli cette année, tu sais, à l'âge de 32 ans, il a gagné 2 autres majeurs. Il est rendu à 16. Puis, tu sais, les années passées, ça n'a pas été évident pour Raphaël avec ses blessures. Puis, bon, il y a eu quand même des saisons assez difficiles. Tu sais, de rebondir de ça, puis de faire ce qu'il a fait cette année, c'est tout à fait exemplaire. Puis, tu sais, on le voit sur le court de tennis, ce gars-là, il est toujours à la recherche de s'améliorer. Puis, tu sais, c'est un gars qui est intense. Puis, quand il fait des bons coups, justement, il s'élève avec ses pompes de main. Fait que ça, tu sais, si on pense dans le sport professionnel qui est médiatisé, des athlètes qu'on connaît, je pense que ce serait un très bon exemple de quelqu'un qui, ça n'a vraiment pas été facile. Puis, pas juste pour un an, là. Ça fait 2-3 ans qu'avec ses blessures, puis tout ça, que ça n'a pas été évident. Puis que là, cette année, il rebondit comme ça. Puis que Federer aussi, qui gagne les tournois qu'il a gagnés cette année, à l'âge de 35, je pense qu'il va être 36 bientôt, c'est tout à fait remarquable. Puis pour un sport où est-ce que de plus en plus, les jeunes maintenant se démarquent, pour des vieux comme ça de 32-35 ans, de dominer le sport comme ça encore, écoute, c'est pas physiquement, là. Ça a une partie, le côté physique puis technique, là, mais ces gars-là sont vraiment, vraiment forts mentalement. Pas pour que tu sois chauvin, mais dans tes athlètes, toi, que tu as côtoyé, j'ose espérer que tu n'étais pas le préparateur mental de Raphaël Nadal, mais bon, toi, dans les athlètes que tu as côtoyés, y a-tu quelqu'un qui t'a surpris ou que c'est quelque chose que tu cites en exemple souvent? Ouais. Ben écoute, j'ai plusieurs exemples, mais je pense qu'il y en a un que il y a beaucoup de gens qui sont au courant, c'est ce que Derek Drouin a réussi à faire aux Jeux olympiques l'année dernière, avec le fait qu'il y avait sa blessure au dos, puis qu'il l'a su seulement quelques mois avant les Jeux olympiques, qu'il y avait des petites fissures au niveau de ses vertèbres. Écoute, Derek a été absolument phénoménal à trouver un moyen de mettre son attention sur ce qu'il contrôlait. De vraiment avoir une approche de semaine en semaine, de se préparer pour les Jeux, puis de s'assurer qu'il prend soin de sa santé, puis qu'il fait juste s'améliorer un petit peu à la fois, puis que juste de se donner la meilleure chance que possible qu'il arrive à Rio, puis qu'il soit le meilleur en santé qu'il puisse l'être, même si ses blessures étaient encore là. Puis, j'ai côtoyé énormément d'athlètes phénoménales. Mais Derek en est un certainement là, qui est, quand je parle de grands compétiteurs, puis
de trouver une façon de vraiment élever son jeu d'un cran au bon moment. Pour ceux qui l'ont témoigné à la télé l'année dernière quand il a gagné sa médaille d'or à Rio, moi j'étais dans la première rangée d'un stade de 80 000 personnes. Là. Écoute, juste à y penser en ce moment, je deviens émotionnel. Là. C'était tout un moment. Puis c'est juste pour démontrer comment est-ce que, tu sais, si j'avais demandé à Derek 1 an avant les Jeux Olympiques, ça te tente-tu d'aller aux Jeux Olympiques avec un dos brisé? Je pense qu'on connaît la réponse à cette question-là, mais c'est pour démontrer à quel point que, on peut quand même accomplir notre rêve ou notre objectif, même si c'est une route différente, même si c'est un plan qui est différent. Puis des fois, on est tellement fixé sur non, il faut que ça se passe de telle et telle façon. Puis quand ça se passe pas comme ça devient tellement une distraction que là, on est un peu perdu puis que finalement, ça affecte notre performance. Puis Derek a été absolument magnifique à trouver justement les bonnes façons de penser puis les bonnes façons de faire pour se donner les meilleures chances que possible d'arriver à Rio puis bien performer. Il n'y a rien qui était garanti. Puis, quelle performance qu'il a faite, là. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien à témoigner en direct. Bon, on sait, même encore aujourd'hui, il y a 10, 15 ans, la préparation mentale, c'était très tabou. Peut-être encore aujourd'hui, ça l'est encore un peu. Mais comment maintenant on sait que beaucoup d'athlètes ont leur préparateur mental? C'est quoi un peu la différence de là, 15 ans et aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs différences. Je pense que la première, c'est que c'est surtout avec les médias sociaux que de plus en plus, il y a des articles qui sont écrits où est-ce que les athlètes parlent, qui travaillent avec un préparateur mental. Tu as de plus en plus de livres qui sont publiés aussi. Tu as des blogs. Évidemment, tu as de plus en plus d'entrevues comme qu'on fait en ce moment. Tu n'en voyais pas tant que ça, des entrevues comme ça il y a 15-20 ans. Fait que je pense que c'est plus médiatisé qui fait que les gens s'en rendent compte que ouais, c'est vrai que il y a une grande partie qui est mentale dans mon sport puis que ce serait pas une mauvaise idée que je porte attention à ça. Fait que ça, je pense que c'est une des grandes raisons. Je pense qu'une autre raison, c'est que tu as de plus en plus de monde dans notre domaine maintenant qui sont bien formés puis qui font du bon travail. Fait que c'est un peu mon cas avec ma compagnie que j'ai partie en 2013. C'est qu'au début, je me suis concentré à juste offrir le meilleur service que possible à mes clients. Puis j'ai été vraiment chanceux que mes clients ont un peu fait le marketing pour moi. Fait que c'est un peu ça qui se passe dans notre domaine au niveau, pas juste au Canada, mais en Amérique du Nord. Je côtoie énormément de gens comme moi dans le domaine. Puis c'est un peu ce qu'ils me disent aussi, c'est que la plupart de nos clients, on les reçoit par les clients qu'on a déjà. Fait que finalement, c'est par un bon service, c'est un bon travail. Le fait que c'est médiatisé, ça l'aide énormément. Puis je pense aussi, peut-être une troisième raison, c'est que le sport, c'est une grosse business. Puis de plus en plus, il faut trouver toutes des petites façons pour avoir un avantage contre nos adversaires. Puis tu as encore beaucoup d'athlètes qui n'utilisent pas des préparateurs mentaux. Puis pour ceux qui l'utilisent, ben théoriquement, ils arrivent à des compés puis sont plus prêts mentalement à gérer la pression et à devoir livrer une performance sur demande. Donc, c'est ça. Fait que le fait que les athlètes veulent tellement gagner maintenant, puis c'est rendu tellement compétitif, puis il y a beaucoup de sports qui a de l'argent impliqué maintenant. Fait que où est-ce qu'il y a de l'argent impliqué, mais les gens vont essayer de trouver des façons d'avoir des avantages. Puis, fait que je pense que ces trois raisons-là, il y en a d'autres, là, mais je te dirais que ces trois raisons-là résument assez bien pourquoi maintenant c'est beaucoup plus, je dirais peut-être accepté, mais c'est surtout un service qui est de plus en plus à la mode. Dernière question pour terminer. Un jeune athlète veut travailler en préparation mentale. C'est quoi les outils de base qu'il doit avoir? Où est-ce qu'il doit commencer avec la préparation mentale? Je pense que la chose la plus importante, c'est de tout d'abord avoir un intérêt à vraiment s'investir, à apprendre puis à comprendre que quand tu portes attention à bien te préparer mentalement pour une compétition, la confiance que ça peut te donner, puis le calme que ça peut te donner, puis à quel point c'est tellement plus facile de te concentrer sur les bonnes affaires, ça prend une ouverture d'esprit dès le début, surtout quelqu'un qui est fermé. Écoute, moi, je vais l'admettre, quand j'étais athlète, quand j'étais adolescent, je pense pas que j'aurais travaillé avec un préparateur mental. Moi non plus. J'étais très tête dure. Je prenais pas bien la critique personnellement. Puis là, maintenant, ma perspective est complètement différente par rapport à ça.
Mais c'est ça, pour moi, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Puis c'est pas juste travailler avec un préparateur mental. Pour moi, c'est s'intéresser à faire de la lecture en psychologie du sport, puis regarder des vidéos YouTube, puis de parler avec son entraîneur de la côté psychologique du sport. Parce qu'évidemment, nous, on est les experts du côté psychologique de la chose, mais il y a énormément de choses qui peuvent être dites ou des choses qui peuvent être parlées et réfléchies entre l'entraîneur puis l'athlète par rapport à comment se préparer puis comment gérer la pression. Fait que c'est pas nécessairement travailler avec un préparateur mental. Pour moi, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit à au moins considérer le côté psychologique de son sport, parce que chaque sport, il y a quand même une grosse composante mentale. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Ça fait un plaisir de te côtoyer pendant ce 20 minutes-là. J'espère que nos jeunes auront appris, les entraîneurs aussi auront appris. Puis maintenant, ben, c'est à eux à faire appel à un préparateur mental. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Stéphane. Alors, c'est tout pour Sportneuf Laval, en espérant que vous, les athlètes, vous ayez appris à pas avoir peur de faire appel à un préparateur mental, et ce n'est que pour votre bien. Bonne semaine et à la semaine prochaine.